Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis pendant 1 heure pour cet atelier sur le thème de la standardisation des données au service d'une logistique optimisée. Je vais juste me présenter. Donc moi, je m'appelle Pierre Corr. J'ai la chance d'animer le groupe de travail logistique au sein de l'interprofession Valor. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde les 4 éminentes personnes que vous voyez ici, respectivement Olivier Ottenwalder, pilote du GT Logistique Valor, Paul Bounot de chez GS1 France, Stéphane Clémaud qui est dirigeant des transports Diguet et Fabien Camus qui représente la société Horticache et la Fédération des grossistes. Le sujet qui nous intéressait aujourd'hui était donc de parler de la standardisation des données. Et peut-être je vais laisser la parole à Olivier pour commencer, pour présenter un petit peu l'état de la logistique et le travail qui a été fait au sein de Valor dans le groupe de travail logistique, justement. Olivier ? Avec un micro, c'est mieux. Bon, moi, je suis actuellement trésorier de Valor, donc je ne vais pas pour vous présenter Valor parce que tout le monde le connaît. Enfin, tout le monde sait ce qu'est Valor. En revanche, je ne voudrais pas perdre trop de temps. Et en revanche, je vais vous parler du groupe de travail logistique, qui est un groupe de travail qui réunit une trentaine de professionnels. Qui traite des problèmes, de tous les problèmes liés à la logistique, que ce soit depuis la gestion des emballages jusqu'à arriver, dans un objectif à trouver une mutualisation de la logistique au niveau national. Toutes les choses qui se font actuellement au niveau régional, mais peut-être arriver à trouver les moyens d'aboutir à ça. Et ce qui est d'ailleurs en complément de l'action qui est menée par Verdir avec son son projet Canopé. Ce groupe de travail donc formé d'une trentaine de personnes de la filière, donc à la fois des producteurs, des distributeurs, des grossistes. Il y a même de temps en temps des paysagistes. On a pu l'élargir à des logisticiens, à des transporteurs, justement pour pouvoir essayer d'examiner tous ces problèmes. Peut-être en termes de livrables, concrètement, ça donne quoi ? Donc, le groupe logistique a fait plusieurs documents, a édité plusieurs documents. Le premier travail, c'était sur le guide des bonnes pratiques logistiques. Vous en trouverez un exemplaire en fond de la salle. Vous pourrez voilà. Je fais de la promotion. Je fais de la promotion. On fait des trucs, autant les montrer. Ensuite, on a travaillé sur la codification des litiges, des motifs de non-conformité. Des motifs de non-conformité entre les expéditeurs et les clients, et de manière à ce que là aussi tout le monde, c'est toujours le même esprit, que tout le monde parle le même langage, que les mots veuillent dire la même chose chez tout le monde, et on a été amené à simplifier un petit peu ça. Et là, vous aussi, vous trouverez un document qui est affiché en ce moment. Et ce document, vous le trouvez aussi au fond de la salle, en version papier. Le dernier sujet sur lequel on a travaillé, c'était le guide des bonnes pratiques de retour des rôles. Alors les rôles, il a déjà fallu s'entendre sur ce qu'était un rôle. On avait résumé parce que normalement les rôles, il y en a qu'un type, qui est celui d'origine de container central N. Mais il y a finalement dans la pratique, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs des anciens modèles, des copies, et il y a plusieurs types de rôles qu'on utilise. Donc on est arrivé à résumer ça à 3 types de rôles. Et là aussi, pour que tout le monde parle la même chose quand il parle d'un rôle CC, d'un rôle bagué, d'un rôle non CC, etc. Bon. Donc, et on a édité un document qui précise ces catégories et comment les identifier, comment les classer et comment les ranger quand on les retourne au transporteur, à l'expéditeur ou au dépôt CC.
Finalement, c'est assez intéressant parce que finalement, l'ensemble de ces documents-là permettent d'identifier un référentiel qui est la base d'une communication et d'un échange entre partenaires et dans une filière. Si on les reprend dans l'ordre, on prend le premier, le guide des bonnes pratiques, c'est finalement se mettre d'accord sur un mode opératoire. Là, on est typiquement sur l'identification d'un référentiel commun entre des partenaires. Combien y en a-t-il? Quels sont-ils? Comment on les définit? Sur les rôles, c'est typique. Tout le monde avait sa définition. Là, l'idée, c'est de se mettre d'accord sur un référentiel. Et c'est intéressant parce que c'est véritablement le sujet de notre table ronde aujourd'hui. Et tout ceci nous amène finalement à quelques problématiques qu'on a rencontrées sur le référentiel. Alors, une des problématiques, c'était la dénomination les adresses des clients, les lieux logistiques. Les lieux logistiques. On s'apercevrait chez nous, dans notre entreprise, quelquefois, un client, on le désignait de 2, 3 ou 4 façons différentes. Donc, quand c'est nous, on savait qu'on parlait du même, mais quand vous vous adressez à un transporteur, et encore, nous, on travaille toujours avec le même transporteur, ça va, mais si pour ceux qui travaillent avec plusieurs transporteurs, c'est compliqué. Donc, ce problème-là, c'est posé. Comment on peut donner trouver une codification pour les lieux logistiques. Et donc, pour éviter les erreurs de livraison, les erreurs d'adresse, les relivraisons et les retards de livraison, etc., etc. Bien sûr, Marie. C'est intéressant aussi pour aborder l'ère numérique. Ah oui, bien sûr. Ouais, bon. Alors, ouais, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle on a invité autour de la table ronde des opérationnels et pour justement avoir leur retour sur les problèmes aujourd'hui qu'ils rencontrent quant à la non-standardisation de ces lieux logistiques, qu'ils soient aussi bien de départ pour le chargement des marchandises, qu'ils soient à l'arrivée pour la réception de ces marchandises. Et donc, Stéphane, peut-être, tu peux nous parler de problème ? Bonjour à toutes et à tous. Donc Stéphane Clémaud, transport Diguet à Douai-la-Fontaine ou Douai en Anjou. Je vous fais la petite blague, ce que vous allez voir après dans mon développement. Donc on a à peu près une cinquantaine de véhicules. On transporte des plantes aussi bien en palette qu'en rôle danois depuis plus de 30 ans. Donc sur le bassin angevin, mais j'ai aussi une petite structure à Fréjus pour le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, c'est 10% du végétal. Nous distribuons aussi bien de la marchandise générale que des végétaux. On a tout type de clients, aussi bien des grands faiseurs de messagerie que des horticulteurs, que le groupement Unit sur Angers, le groupement de producteurs, mais aussi des indépendants comme deux clients ici, Canbé ou Azure Plante en bas, des pépiniéristes, des producteurs de jeunes plants. Donc on fait tout le process de la plante. On emmène les bébés, vous les faites grandir et nous après on les emmène. Aujourd'hui, on a des difficultés quand je vous parle juste à part notre quotidien, de réagir, de la réactivité au quotidien. Vous prenez vos commandes le matin, on vous dit d'arrêter de prendre de commandes jusqu'à 14h, mais vous en prenez quand même, et le soir, vous nous dites qu'il faut que ça parte pour être livré demain. Donc là, on doit s'adapter. Jusqu'où aujourd'hui, ça devient compliqué. On doit avoir du personnel qualifié, car quand on parle des rôles, par exemple, quand on reprend une base, une pile de 30 étages et qu'il y a quelqu'un qui nous a mis 15 étages cassés et que je vous le ramène, vous me traitez mon personnel se fait engueuler, ce qui est normal. Mais on doit le former pour ça, donc on doit avoir des gens aussi compétents et qualifiés, ce qui ne court pas les rues comme partout. Donc ça, c'est un problème de qualité. Mais aujourd'hui, le problème, par exemple, sur le point logistique, mon client qui est à côté, qui me dit, moi je connais, ça va, je mets à peu près toujours le même chauffeur, mais son exemple, c'est celui-là. Il vend à Jardinerie du Moulin dans le 66, donc c'est Jardinerie Moulin, mais il s'appelle Villa Vidé Perpignan, et en fait, c'est Jardinerie du Moulin, Villa Verdé à Pia. Donc pour le même client, si c'est le même chauffeur, ça va. Quand j'en vois un autre, il dit moi je vais à Pia, tu sais où c'est? Non, c'est à côté de Perpignan. C'est le même, je l'ai fait la semaine dernière. Donc ça, c'est son exemple, mais j'ai beaucoup plus pertinent aujourd'hui sur le regroupement de communes. Je vais vous donner un exemple bidon. La commune de Longeron dans le 49, chez la jardinerie du Bocage. Mais en fait, le monsieur, il s'appelle l'établissement marchand. Donc quand on expédie chez lui, s'il appelle établissement marchand au Longeron, on y va une fois, on connaît. La fois d'après, il envoie Jardinerie du Bocage, qui s'appelle maintenant Sèvres et Moine. Sèvres et Moine, c'est
9 communes. Donc mon chauffeur, il dit putain, c'est qui celui-là marchand? Alors il cherche, il vient demander à son collègue, t'as été où toi? C'est vrai moine, c'est où? Alors on cherche le Longeron. Donc, et en plus, si c'est place de la mairie ou rue de l'église, et ben dans les 9 communes, il y a tout ça. Donc en fait, on passe du temps. Donc l'optimisation, les coûts, les détours, la perte de temps, on arrive, c'est fermé. Donc ça, c'est un peu notre quotidien. Donc des process comme ça qui s'améliorent. Et en plus, aujourd'hui, si on travaille en EDI ou si on communique sur nos informatiques ou sur la logistique embarquée, enfin l'informatique embarquée avec nos conducteurs, toutes ces standardisations, je pense, permettront de gagner du temps et puis de gagner aussi de l'argent un peu, si on veut. Donc voilà un exemple très concret de nécessité de la standardisation de l'information. Fabien, peut-être un autre exemple sur l'aspect plus grossiste? Oui, donc aujourd'hui, bonjour à tous, pardon. Donc j'interviens pour la fédération des grossistes qui est adhérente à Commun Valor. Pour une petite histoire, vous présentez la fédération. La fédération, selon une étude qu'on avait fait à Valor il y a quelques années, ça représente 350 à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. En France, le métier de grossiste-distributeur. Sur la fédération, on représente environ 85 points, 85 unités maillées sur toute la France. Donc aujourd'hui, les grossistes, on est une part importante au niveau de ce maillage. On est présent partout en France. On est présent au niveau de la proximité de nos clients. On travaille soit des clients qui viennent nous voir chez nous, soit effectivement on fait des livraisons. Et alors c'est vrai que nos clients on les connaît assez bien, mais il arrive qu'on puisse prendre des commandes. Donc un grossiste qui prend une commande, il prend une commande. Et puis après, on va voir un peu comment ça va se passer au niveau de la livraison. Donc les informations commerce et les informations logistiques, quand on prend la commande, parfois il y a un peu mélange. Donc effectivement là, ça nous permettrait d'avoir des informations un peu plus structurées. Et que éviter de donner des mauvaises informations au niveau de la logistique. Aussi, beaucoup de grossistes organisent aussi des tournées, soit leur propre tournée, et en organisant les tournées, si on a des bonnes informations, ça peut nous permettre aussi d'optimiser, parce que les bonnes informations vont nous permettre d'avoir les bonnes adresses, bien évidemment, mais également les contraintes de livraison horaires, les contraintes de livraison de centre-ville. Si effectivement au niveau du camion il n'y a pas accès avec un porteur, avec une semi, là on peut effectivement avoir ces informations. On se rend compte que notamment avec tous les développements des centres-villes et aussi avec les ZFE on a des contraintes à gérer. Une chose aussi qui est importante, et on le verra pour plus tard, c'est que en ayant une bonne information bien structurée au niveau des grossistes, on a des systèmes informatiques qui vont pouvoir récupérer les informations et on verra pour après, pour pouvoir effectivement récupérer ces informations-là et pouvoir les utiliser. Parfait. Et donc finalement, c'est plutôt pas mal. C'est finalement le constat qu'on fait ici sur les problèmes qu'on rencontre. Et donc, le groupe de travail s'est fixé, on va dire, une cible, un objectif qui est matérialisé ici. C'est finalement pourquoi on a tous besoin d'un référentiel des lieux logistiques. C'est la phrase qu'on a essayé de mettre ici. Pour qu'un lieu de chargement et ou de livraison, de départ ou d'arrivée, soit connu, reconnu par tous, avec le même identifiant. Je prends souvent l'exemple, c'est le principe d'un mot dans le dictionnaire. Ce mot dans le dictionnaire, il faut qu'il ait la même définition pour tous. Donc on se met d'accord sur une définition, on la met dans le dictionnaire, et tous les participants peuvent aller voir ce dictionnaire et trouver la définition commune de ce mot, donc de ce lieu logistique. Et on s'est dit, uniquement la codifier, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. On va donc y associer un certain nombre d'informations utiles, fiables et partageables par l'ensemble des partenaires de la filière. C'est ce qu'on a appelé des informations sac à dos.
Donc finalement, on s'est dit, OK, on a constaté les problèmes, on a la cible. Maintenant, ce qui nous manque, c'est comment on va faire le chemin. Et c'est la raison pour laquelle, autour de la table ronde d'aujourd'hui, on a un partenaire qui s'appelle GS1. Avant d'introduire la présentation de Paul, pourquoi GS1 ? C'est parce que quand on a réfléchi à ce référentiel, on ne l'a pas inventé. On s'est dit, il y a peut-être des choses qui existent, peut-être d'autres filières qui ont peut-être un peu plus d'expérience. Et donc, ce n'est pas la peine de réinventer la Lune. Utilisons ce qui existe déjà. Et il s'est trouvé que GS1 France a déjà ce type de référentiel dans d'autres domaines. Je vous propose de laisser Paul nous l'expliquer. Très bien, merci à vous tous. Merci à l'équipe Valor pour être, voilà, nous avoir permis d'être avec vous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de vous expliquer plus concrètement voilà, ce qu'on fait ensemble et où on va aller ensemble et ce que ça va apporter pour vos entreprises. Alors, ce qui est très appréciable de notre partenariat, c'est que premièrement, il y a eu un travail exemplaire de la part du groupe de travail logistique sur l'expression des besoins et le lien qui a été fait par Pierre entre ce besoin et le système mondial d'identification GS1, où on a pu mener une analyse pour voir si effectivement il fallait recréer des choses au sein de la standardisation GS1 ou capitaliser sur l'identification existante. Et la conclusion a abouti au fait que ce qui était en place déjà dans d'autres filières fonctionnait très bien et était parfaitement adapté pour la chaîne d'approvisionnement du végétal. Donc ça, c'est un point qui est important parce que en termes de travail à fournir et d'efforts, finalement, on ne passera pas par cette case-là. Voilà, on va capitaliser sur tout un travail qui a été fait dans les années précédentes. En quelques mots, GS1, donc, c'est une organisation internationale sans but lucratif et neutre qui existe depuis 50 ans et qui a été créée par des entreprises et gouvernée par des entreprises, c'est toujours le cas, dans un seul but, améliorer l'efficacité opérationnelle en continu de vos entreprises. Donc à l'origine, c'était le monde du retail, comme on dit, donc le monde de la distribution, qui s'en était emparé parce qu'il y avait des difficultés dans les échanges entre ceux qui produisaient et ceux qui distribuaient, avec exactement le problème qu'on évoque aujourd'hui, c'était la façon de distinguer et la façon de caractériser des produits. Tout le monde avait sa façon de voir les choses et de le décrire à sa façon. Et en fait, ça posait problème, puisque le transport, la logistique, les process qualité ne peuvent pas souffrir d'ambiguïté, d'incertitude. Il faut être absolument sûr de voilà, cette plante, cette fleur, etc. C'est ce qu'elle est, elle ne peut pas être autre chose. Et donc, il fallait y associer des identités uniques. Et donc, c'est ce pourquoi GS1 a été créé, avec le système code-barre que tout le monde connaît. Et le plus important dans le code-barre, c'est la première partie, c'est le code. C'est ce qui permet d'identifier de façon unique, partout dans le monde, un lieu, une entreprise et un produit. Voilà. Et donc GS1, c'est l'acronyme de Global Standard One, ex-nom GenCode. Après, il y a eu AN et en 2005, GS1 France. Voilà. Et donc, pour une présentation plus précise sur notre partenariat, donc, je vais laisser la parole à Didier Veloso, qui est notre directeur et président exécutif de GS1 France, qui malheureusement ne pouvait pas se joindre à nous, il s'en excuse, il avait un engagement de longue date. Et donc, on a réalisé cette vidéo pour qu'il soit quand même avec nous et qu'il puisse vous partager quelques mots. On s'est dit, il n'y avait pas que les ministres qui faisaient des vidéos et que nous, on pouvait aussi le faire. Hein ? Bonjour à tous. En tant que président exécutif de GS1 France, c'est avec grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui à Végétal Connect. J'aurais bien sûr préféré être parmi vous, mais malheureusement, les agendas de la rentrée sont très chargés. Il n'empêche, je suis ravi de pouvoir m'adresser à vous à travers cette vidéo pour présenter brièvement GS1 et rappeler en quoi ce partenariat entre GS1 France et Valor, qui est totalement inédit, permettra à travers la standardisation des données d'améliorer la traçabilité et ainsi d'optimiser l'efficacité opérationnelle de toute la supply chain de la filière du végétal. Pour commencer, quelques mots sur GS1. GS1 est une organisation internationale, neutre et à but non lucratif, créée par les entreprises pour faciliter et automatiser leurs échanges grâce à un langage commun.
Ce langage commun repose sur une standardisation des données. Ces standards permettent ensuite d'identifier des produits et des lieux de manière unique, de capturer ces informations et de les échanger sur toute la chaîne de valeur. C'est un langage interopérable, international et ouvert à tous. JS1, c'est par exemple le code barre qui permet à un produit d'être identifié en caisse. Un bip et le prix s'affiche. Ce bip, nous l'entendons 10 milliards de fois par jour dans le monde. C'est vous dire le rôle majeur de GS1 dans la digitalisation et l'automatisation des échanges. En France, nous sommes au service de 57 000 entreprises, de toute taille. Nous sommes présents dans 20 secteurs d'activité différents, notamment dans la filière horticole, dans laquelle Valor et GS1 France ont bâti ce partenariat inédit. Avec Catherine Muller et Jean-Marc Vasse, nous avons souhaité, à travers ce partenariat, nous mobiliser en faveur d'une meilleure traçabilité des produits horticoles, grâce à l'utilisation d'un GLN, le Global Location Number. Le GLN permet d'identifier de manière unique et non ambiguë des entités et des lieux. Le choix du GLN va permettre ainsi à toute la filière horticole d'accélérer sa transformation en facilitant l'interopérabilité entre les solutions numériques utilisées par l'ensemble des acteurs, comme les pépiniéristes, les paysagistes, les fleuristes ou les transporteurs. À travers ce partenariat, la filière horticole est la première de toutes les interprofessions du monde agricole à se lancer dans la standardisation des entités et des lieux. Nous sommes convaincus chez GS1 France que cette démarche pour une meilleure traçabilité sera reprise par d'autres interprofessions agricoles et d'autres fédérations industrielles et logistiques pour accélérer la digitalisation de leurs écosystèmes. Pour GS1 France, ce partenariat est une immense fierté et renforce toujours plus la collaboration entre nos deux organisations au service de toute la filière. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour remercier chaleureusement Catherine et Jean-Marc, ainsi que toute l'équipe Valor qui ont contribué à l'élaboration de ce partenariat innovant. J'ai coutume de dire qu'un standard n'existe et n'aide véritablement à optimiser la logistique que lorsqu'il est déployé par le plus grand nombre. Je laisse donc la parole à Paul, qui va maintenant aborder la partie plus opérationnelle pour permettre au plus grand nombre d'entre vous d'utiliser le standard GLN au quotidien. Très bonne réunion à tous. Alors, comme on a l'habitude aussi de le dire dans le groupe de travail logistique, bon, ça c'est bien, mais maintenant, concrètement, on a parlé de GLN. Alors peut-être que certains sont très familiers avec le GLN, peut-être d'autres pas, je ne demanderai pas à lever la main ou pas, mais on a la chance d'avoir Paul, grand spécialiste du GLN. Et donc, concrètement, essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme. Alors le GLN, le Global Location Number, Didier le rappelait, c'est un numéro. Voilà. C'est un numéro à 13 chiffres. Ça peut être l'équivalent d'un numéro de téléphone. Donc pour appeler monsieur, il a un numéro de téléphone unique et on peut le contacter. Voilà. C'est un numéro qui appelle de l'information et auquel on peut rejoindre, on peut faire un échange. Le GLN, c'est ça, mais pour le monde des entreprises et de la logistique. Donc la particularité du GLN, comme tout standard GS1, c'est qu'il est structuré. C'est-à-dire qu'il y a une façon de l'écrire et de le structurer qui est propre au langage GS1. Voilà. Et ce qui fait que là, quand on regarde un petit peu la partie jaune du numéro, on voit qu'il y a ce qu'on appelle un GS1 préfixe entreprise qui identifie de manière unique dans le système GS1 l'entreprise à qui on a attribué ce GLN ou l'organisation à qui on a attribué une plage de codification. Et pardon Paul, et cette attribution, elle est réalisée par GS1. Exclusivement par GS1. Et c'est ça qui garantit l'unicité, qui fait qu'au niveau mondial, il n'y aura jamais deux sociétés qui auront le même préfixe. Et à partir de là, déjà on gomme beaucoup de choses. On gomme des problèmes de duplication, des problèmes d'ambiguïté sur cette même bouteille d'eau avec plusieurs codes produits GS1. Voilà. Là, dans le monde de l'identification des lieux logistiques, par rapport au problème d'adressage de sites qui étaient identifiés, qui n'étaient pas finalement identifiés, où il y a plusieurs façons de les décrire, ça crée beaucoup de problèmes. Et donc, comme il y a des interprétations, on ne sait pas trop quoi faire et on fait tout au lieu de d'adresser un seul chemin. Donc, le GLN, c'est ça, c'est un code structuré et à qui on va conférer une identité unique. Donc, un code avec un lieu et pas possible d'avoir un code avec
plusieurs lieux. Ça, c'est impossible. Donc voilà, c'est ça l'intérêt, c'est que de fait, il est international et ensuite, il va identifier un seul lieu logistique de la chaîne du végétal. Alors, il y a déjà des déploiements, il y a déjà quelques entreprises qui étaient précédemment... Excuse-moi, Paul. Ouais. Là, on a parlé de la partie jaune. Ouais. Alors, si je me trompe pas, il y a une partie. Alors la partie bleue, on peut continuer. La partie bleue, elle va permettre d'identifier, d'apporter une petite caractéristique sur un complément du code sur ce qu'est le lieu en soi. Voilà. On va apporter quelques informations, on le verra tout à l'heure, qui vont vraiment caractériser le lieu en question. Si on est sur une exploitation ou dans une entreprise, on a 3 codes d'identification à créer. On va pouvoir, sur la base du location reference, donc du code du lieu en soi, y apporter une identité plus précise sur chacun des lieux. Prenons un exemple très très concret. Une même entreprise qui a 3 serres à 3 endroits différents, avec éventuellement des lieux de chargement différents en termes d'adresse. C'est pas forcément la même route, c'est pas forcément la même rue. Eh bien, cette société va avoir le même préfixe, puisque c'est la même société, mais par contre, va avoir ici un code qui est 1, 2 et 3, qui va donc avoir 3 codes différents, identifiant très précisément les lieux logistiques différents. J'ai souvent l'habitude de prendre un autre exemple. Dans un magasin, on peut identifier le code logistique de l'entrée client, qui se trouve sur l'avenue, et le code logistique de la réception qui se trouve à l'arrière sur une autre rue. C'est bête à dire, mais ça veut dire que ces 2 points-là qui sont la même entité, le même point commercial, il a pourtant 2 adresses différentes et donc 2 lieux logistiques différents. Bien, grâce à ça, on va pouvoir les identifier de façon non ambiguë. Et le dernier caractère, donc le 13e chiffre, c'est ce qu'on appelle une clé de contrôle, en fait, qui vient vérifier dans le langage GS1 la conformité des 12 premiers. Il y a un petit algorithme qui calcule une clé de contrôle. Et en fait, les 13 chiffres vont permettre de vérifier la conformité du code, voilà, que ce soit bien conforme aux règles GS1, et, in fine, fournir, par exemple, on le voit là sur le compagnie XYZ, un identifiant unique, ici sur l'usine, et après on a par exemple un entrepôt sur le branch 2 avec un autre identifiant. Mais on voit que c'est la même racine de codification, le GS1 préfixe entreprise, voilà, jusqu'au 5, et après on a pour l'entrepôt un 1 avec une clé de contrôle différente. Voilà, donc on a bien sur une même entreprise, 2 lieux différents, avec 2 codes GLN différents. Et c'est là où commence l'efficacité opérationnelle. C'est le début, c'est pas la fin. Le début, c'est déjà d'attribuer une identité unique au lieu, et ensuite de le faire savoir, de le communiquer, de le mettre à disposition, et donc le fait de le partager, là, on va commencer à créer de la valeur. Si je peux juste me permettre un petit point de précision, on a parlé tout à l'heure de ce code jaune, il est attribué par GS1. Ce code bleu, il est attribué par l'entreprise. Puisque seule l'entreprise sait dire combien il lui faut de codes. Est-ce qu'il lui faut un code d'entrée, un code derrière, identifier ses serres, pas ses serres, etc. Donc ça aussi c'est important, c'est que la composition de ce code est un travail à double entrée. Ça c'est GS1 qui le définit, ce qui garantit l'unicité. Et ça c'est chaque entreprise. Et ça, c'est automatique, exactement comme un code barre sur une ligne de caisse dans un supermarché, pour vérifier qu'il n'y a pas de problème dans la lecture du code. Et ça va être important parce qu'on va voir tout à l'heure que dans sa mise en œuvre, ça nécessite une petite gymnastique entre d'un côté GS1 qui attribue des codes et de l'autre côté les entreprises qui l'utilisent et qui créent d'elles-mêmes des codes lieux logistiques. Et ce point, il est important, ça permet de répondre aux besoins. Si mon besoin en tant qu'entreprise, c'est d'identifier 2 lieux, j'aurai 2 codes. Si j'en ai besoin d'en identifier 90, comme ça a été le cas hier, on a une entreprise qui nous a appelé, un ressortissant valeur, qui nous a dit, voilà, j'ai entendu parler du projet, je veux commencer à mettre en place. Et donc, on l'a aidé à créer 90 codes. C'est une entreprise assez développée, elle a créé 90 GLN pour identifier 90 lieux différents appartenant à son entreprise. Il n'y a pas de compétition. Hein. Ce n'est pas celui qui en fait le plus qui gagne. Hein. Non, mais celle-ci est assez importante en nombre de jeunes. Il y a un grand besoin d'identifier. Alors peut-être une fois qu'on s'est dit, OK,
on a à peu près compris le GLN, comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de à quoi ça va bien pouvoir nous servir? Cet exemple-là, je pense qu'il parlera à tout le monde. Alors, je vais vous décrire un petit peu les coulisses. Là, on est dans une chaîne d'approvisionnement qui est soutenue avec les standards GS1 dans la grande distribution. Donc là, on est dans une relation très quotidienne entre un fournisseur, quelle que soit la taille de l'entreprise, avec une enseigne. Et donc, dans tout ce qui est automatisation des flux du quotidien, donc un passage de commande, un bon de livraison, une facturation, etc., l'entreprise industrielle va être identifiée avec son propre GLN, et le distributeur, ses entrepôts, ses plateformes logistiques, etc., auront également des GLN. Et donc, quand il y a un passage de commande au fournisseur, c'est bien le système informatique qui est identifié par un GLN du distributeur qui va envoyer ça au GLN de l'industriel. Donc, c'est bien une communication entre deux acteurs via leur solution numérique qui vont s'échanger de l'information. Et donc, quand on va faire nos courses, par exemple en supermarché, toute cette mécanique-là de commande ou de recommande en automatique des produits en fonction de ce qui passe en caisse magasin fait l'objet de passage de commande automatique à l'industriel, se fait sur la base du GLN du distributeur qui part vers celui de l'industriel pour automatiser les échanges de données du quotidien. Et donc c'est intéressant parce que on est vraiment dans une logique d'automatisation des flux. Voilà. Et déjà, on va parler de transformation digitale pour les entreprises qui adoptent ou qui ont adopté il y a 10-20 ans. Ça leur a permis de dématérialiser les documents du quotidien pour le commerce et la logistique. Donc là, je parlais de la grande distribution, mais ça se déploie de plus en plus dans le secteur de la restauration aussi hors domicile en France. Alors, quand on a préparé un petit peu cette table ronde, j'ai proposé aussi à Paul de finalement de profiter de ces quelques minutes pour se dire, bon, ok, le végétal, mais essayons d'appliquer ça. Comment ça s'applique dans d'autres filières, dans d'autres domaines? Là, si on reste dans le monde des produits de grande consommation, donc là, appliqué à l'alimentaire, certains d'entre vous connaissent peut-être l'organisme IFS, et donc il y a une certification sur la partie alimentaire, et donc depuis 2 ans maintenant, le GLN est obligatoire. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il est nécessaire pour les organismes de certification, les organismes de contrôle, l'entreprise qui demande la certification, son partenaire commercial de la distribution, de s'assurer du site qui a été audité et qui fait l'objet de la certification. Ça, c'est extrêmement important. Et l'identifiant qui a été choisi, c'est pas celui du certificateur, c'est pas celui en interne de l'entreprise ou du distributeur, c'est un code ouvert et international qui existe déjà dans ces entreprises et qui est le GLN. Donc là, c'est un usage qui est très courant dans l'alimentaire pour ces entreprises qui doivent être certifiées IFS Food. Alors ça, c'est intéressant parce que là, on est dans un cas où on est rentré dans une obligation. Donc finalement, tout le monde est obligé de s'y mettre. C'est un peu le même cas si on prenait il y a 30 ou 40 ans la grande distribution avec le code barre sur les produits. Eh bien, en tant que fournisseur, on a été obligé de s'y mettre parce que les distributeurs ont dit maintenant, je ne vous référence plus si vous ne me mettez pas un code barre parce que mon système d'information ne sait plus gérer de l'étiquette prix sur chaque produit. Donc, il y a eu un phénomène d'obligation. Ce qui est important, c'est que dans le cas de la filière horticole et ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec le GLN, on n'est pas encore dans cette obligation. Et je dis pas encore, parce que le futur, forcément, ira vers ces obligations. Je ne sais pas encore vous dire à combien de temps, mais donc il faut s'y préparer. Un autre exemple, Paul ? Ouais. Ici, c'est assez intéressant. Donc, ça se passe en Australie. Donc, c'est en déploiement. Donc des entreprises, là on est chez un producteur de citron notamment et d'orange qui avait envie de valoriser à la fois ses modes de production et puis d'expliquer davantage aux consommateurs d'où venaient ces produits, comment ils étaient faits, etc. Et donc il a identifié ces parcelles, ces stations fruitières, etc., de lavage, etc., de façon à créer des événements de traçabilité pour raconter le cycle, enfin la vie en fait des lots qui sont proposés aux consommateurs. Et donc par un scan du QR code augmenté GS1, le consommateur a accès, enfin les consommateurs notamment australiens ont accès à ce fil de traçabilité sur des événements qui sont authentiques, c'est-à-dire qui racontent réellement la vie du lot. Et donc
Et donc chaque parcelle et chaque lieu est vraiment identifié avec des GLN. Donc c'est très précis comme traçabilité. Et elle existait déjà dans l'entreprise. Le problème pour cette entreprise, c'est qu'elle ne le faisait pas savoir et elle n'avait pas trouvé le langage pour le faire. Donc finalement, elle a traduit dans le langage GS1 ce qu'elle faisait depuis des années et des années. Et donc elle met en visibilité tout ce qui se passe. Et donc c'est ce qu'elle appelle la valorisation de son savoir-faire. C'est qu'elle le fait savoir mieux et différemment. Bien. Alors, on va continuer logiquement. J'espère que ces quelques présentations et démonstrations vous auront donné l'intérêt qu'on peut trouver dans le GLN et donc dans ce projet de standardisation qu'on a. Mais maintenant, c'est bien beau, mais finalement, le chemin, et ce qui va nous intéresser, c'est de se dire, donc, pour la filière du végétal, qu'est-ce qu'on imagine? Et comment on imagine et comment on vous propose d'y accéder? Olivier, peut-être ce qu'on travaille dans le groupe de travail logistique Alors, en 3 étapes? Je marche. Oui, ça marche. Les 3 étapes que vous avez là, c'est donc la première étape, créer et maintenir une base lieu logistique dans l'espace pro de Valor. C'est-à-dire que le partenariat entre GS1 et Valor va permettre à tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas adhérents de GS1, de bénéficier d'un GLN. Actuellement, seuls les gens qui sont abonnés, enfin, ou clients adhérents, voilà, adhérents à GS1, notamment tous ceux qui utilisent les codes barres sur leurs produits, ont un GLN. Des fois, vous vous souvenez, peuvent obtenir justement ce référencement de première partie du code. Personnellement, je ne savais pas qu'on en avait un, et je l'ai appris quand j'ai visité les locaux de GS1. Donc tous les adhérents de GS1 ont un GLN. Mais là, le partenariat avec Valor permettra à tous les ressortissants de Valor, même s'ils ne sont pas adhérents de GS1, de bénéficier d'avoir un GLN, un ou plusieurs, s'ils en ont besoin de plusieurs. Donc ça, ce sera géré, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est GS1 qui attribue les GLN, mais pour à la fois avoir une base de données qui soit dans un espace neutre et qui puisse être accessible à tous les partenaires de la filière, ce sera géré par Valor. Et donc, cette base des lieux logistiques, elle sera accessible via l'espace pro de Valor. Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais le but de la manœuvre, ce sera que chacun remplissent les données nécessaires au GLN dans l'espace pro de Valor et de manière à ce que ça puisse être utilisé par tout le monde. Et juste, une fois qu'on a identifié de façon unique et qu'on a répertorié dans la base Valor, dans l'espace pro CGLN, on s'est dit quand même, allons un petit peu plus loin. Pas uniquement une identification. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un certain nombre d'informations logistiques complémentaires dont tous les participants à la chaîne logistique vont avoir besoin. Et c'est ce qu'on a appelé, de façon très pragmatique, des informations sac à dos. Alors en fait, je vais me permettre de les expliquer ici. À ce stade-là du groupe de travail, mais ce que vous voyez là n'est absolument pas définitif. On le travaille, c'est de se dire, on a un GLN, on a donc une en-tête, on a un lieu, on le connaît, il est unique, il est parfaitement identifié. Eh bien, au sein de la filière du végétal, on va y associer un certain nombre d'informations logistiques intéressantes pour tous. Et ça, c'est important parce que là, on ne peut plus faire référence à GS1 parce que c'est trop spécifique à notre filière. Donc, on est revenu chez nous. On a l'identifiant GS1, GLN, c'est standard, c'est commun, mais par contre, ces informations sac à dos, elles vont être de type, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais c'est l'adresse, bon ça c'est assez classique. Ce qui est assez intéressant, c'est sur cette deuxième page, c'est de se dire par exemple, on va avoir des coordonnées GPS, on va avoir des informations qui sont de plus en plus importantes, on en parlait tout à l'heure, sur les réglementations ZFE. Sur le fait, faut-il avoir ou pas un haillon quand on va livrer ou charger. Quels sont les horaires de livraison du site
auquel je vais. Et je parle bien d'horaire de livraison pour la filière du végétal. On a été confronté à quelques problèmes. Un magasin, il peut avoir des horaires de livraison différents suivant qu'il réceptionne de l'alimentaire ou suivant qu'il réceptionne du végétal. Eh bien, nous, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas les horaires de livraison de l'alimentaire, c'est les horaires de livraison du végétal. De la même façon, si on regarde la filière assez classique, les emballages, ça ne les intéresse pas trop dans l'alimentaire, au moins. Nous, ça nous intéresse énormément. Donc, on va avoir un tableau sur tout ce qui est consigne. Donc, en fait, on va y rajouter ce qu'on appelle des informations sac à dos à chacun de ces GLN dans l'espace ProValor, des informations qui vont servir à tous. Et évidemment, le but de répertorier, de classer et de mémoriser toutes ces informations, c'est évidemment la 4e étape, puisque c'est ça l'intérêt de tout le modèle, c'est de mettre à disposition cette codification et ces informations à l'ensemble des ressortissants. Là, il y a une sorte de blanc là, on se dit merde, qu'est-ce qu'il va falloir faire là. Et donc finalement, c'est aussi ça la conclusion de notre petite présentation à tous. C'est que finalement, tout ce qu'on vient de voir ici, il n'y a rien de magique, c'est que ça peut être fait par vous tous. Si et seulement si, effectivement. Vous êtes à l'origine de l'initialisation, de la création et de la mise à jour de ces informations. Donc, on a besoin de vous. Et juste, on avait ce dernier slide pour tous ceux qui n'auraient pas compris ou qui voudraient exactement savoir comment ça se passe. C'est que l'espace pro de Valor, c'est le petit onglet qui est en haut à droite et qui, normalement, Olivier, sera mis à disposition. Je vais refroidir un petit peu l'enthousiasme. Oh alors. Non, mais l'espace pro de Valor a besoin d'évoluer. Il est en train d'évoluer, mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc, ce sera effectif au premier semestre 2024. Et donc, mais on peut déjà commencer. Alors, pour ceux qui sont déjà adhérents de GS1, ils peuvent collecter les informations. J'avais noté où il fallait les collecter, je ne sais plus. C'est Code Inline, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc pour ceux qui sont déjà adhérents, eh ben, on peut y aller dès maintenant. Donc il y a un registre qui s'appelle, un annuaire des codes qui s'appelle Code Online qui est inclus dans l'adhésion et donc qui vous permet de générer automatiquement vos codes GLN. Et on a lancé avec Pierre et Morgane et le groupe de travail logistique déjà une phase pilote avec une trentaine d'entreprises qu'on contacte pour leur faire connaître le sujet, voir si vraiment ça suscite leur intérêt, auquel cas les aider, les accompagner vraiment à la création de ces codes, savoir si elles en ont déjà créé de leur côté, si c'est le cas, les intégrer, les publier dans Code Online, et de façon ensuite à ce qu'ils soient plus facilement récupérables par Valor, ce sera prêt. Voilà. Et pour les autres qui n'auraient pas forcément créé des codes GLN en soi, eh bien, on en discute avec elles et on regarde si ça peut être d'intérêt pour elles. Et Code Online, pour les entreprises qui sont déjà à l'aise avec l'outil, elles peuvent le faire en autonomie. Hein. Donc, c'est vraiment 3 clics, on crée son code, on y associe 2 informations d'identité et en s'assurant que c'est les bonnes caractéristiques du lieu. Donc ça, c'est l'entreprise qui le définit. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, on a un service adhérent qui est à disposition pour, si une entreprise a besoin d'être guidée dans son parcours sur Code Online, on le fera, et on le fait déjà, on le fait depuis hier. On a lancé le pilote hier. Donc, on le fait bien volontiers. Et ça va nous permettre d'engranger de l'expérience, d'avoir des retours de la part de certains adhérents utilisateurs et ensuite d'augmenter la dynamique et cette force du collectif qui est là et qui ne demande qu'à être amplifiée. Oui, alors, allons-y. Eric. Il y a 2 façons d'obtenir le code, c'est d'être adhérent direct GS1 ou si on est ressortissant Valor et qu'on le faire via l'espace pro. Alors, Eric, je vais juste me préciser. Je vais juste revenir en arrière pour que ça soit plus... Quand on a parlé de code GLN, en fait, la base, c'est donc il faut obtenir ce préfixe de l'entreprise.
Donc peut-être on n'a pas été clair. Pour obtenir ce préfixe de l'entreprise, il y a deux solutions. C'est soit on est déjà adhérent GS1, ou on souhaite le devenir parce que on a des clients qui nous obligent à le faire, on a besoin. Si on est adhérent GS1, GS1 directement a fourni ce code à l'entreprise. D'accord ? Ça, c'est la relation directe entre l'entreprise Après, et on GS1. considère qu'il y a certaines entreprises qui, pour l'instant et dans une courte période, auront pas besoin d'être adhérents de GS1. À ce moment-là, si elles appellent GS1 et qu'elles disent « Bonjour, je veux un code », GS1 va gentiment lui dire « D'abord, tu adhères et puis je t'en donnerai un. » Ah, alors dans ce cas-là, c'est pas grave. Je m'adresse à Valor et Valor, pour le compte de son ressortissant, demandera à GS1 un code pour lui, pour elle. Ça veut dire que c'est juste comment obtenir ce code. Et une fois qu'on a obtenu ce code, le reste est toujours la même méthode. C'est-à-dire que c'est à l'entreprise de créer ces lieux logistiques 1, 2, 3, 4, X ici. Alors, Code Online, c'est ce qui vient à la fin, c'est qu'une fois qu'on a créé ça, on les poste et on les répertorie sur Code Online chez GS1. Alors, oui, sauf si on a le logiciel qui sait les calculer, mais je suis d'accord, oui. C'est exactement comme l'attribution d'un code de produit, c'est pareil. D'ailleurs, Paul, c'est le même algorithme. Autre question pour nous qui ne sommes pas ressortissants Valor, puisque nous on est transporteurs logisticiens. Notre issue, c'est quoi? C'est de devenir adhérent GS1 direct, ou est-ce que cette facilité via Valor nous sera ouverte? Est-ce que vous êtes ressortissant Valor? Ben non. Et c'est ce que je disais. C'est ce que je disais à mon voisin tout à l'heure. T'as qu'à adhérer à Valor, comme ça on te fera payer une cotisation. Alors peut-être que ça c'est un peu résumé. Non, mais On va se concerter, Stéphane. On va voir. C'est pour ça aussi, moi j'avais une question, parce que là on parle de l'identification des entreprises, de vos entreprises. Donc vous êtes des expéditeurs, je pense, ici dans la salle. Je pense pas qu'il y ait des clients, ou s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Donc comment on identifie vos clients? Parce que là on vous demande de vous identifier vous, mais leurs clients, comment ils vont rentrer dans la base? Nos clients, ils sont ressortissants. Je ne savais pas. Nos clients, ils sont ressortissants Valor, donc c'est justement le but de la manœuvre. Mais bon, c'est vrai que pour... Les collectivités, elles ne sont pas ressortissantes. Ah oui, c'est les collectivités. Oui, mais les collectivités, elles peuvent avoir un GLN. Oui, tout à fait. On a une adhésion pour les collectivités. Non, c'est vrai que j'en discutais avec Pierre ce matin. On se disait effectivement, faudrait qu'on puisse transmettre ces informations aux transporteurs, aux logisticiens. On n'y a pas réfléchi encore de quelle façon, mais il faudra le faire. J'ajouterais même, Eric, pour répondre à ta question, qu'il y aura cette possibilité probablement donc d'exporter un fichier, de vous le communiquer. Et on réfléchit aussi avec l'équipe de Valor, avec le groupe de travail, de voir si on doit ouvrir certaines fonctionnalités de l'espace pro à des non-ressortissants. C'est une réflexion qu'on mène et c'est pour ça que ça va prendre encore quelques mois avant que le projet ne sorte. Mais évidemment, vous êtes les premiers utilisateurs de ces données. Donc on a bien ça en tête et l'idée, ça va être de vous les communiquer d'une manière ou d'une autre. Derrière moi, on m'a fait une remarque. Les établissements scolaires sont aussi des clients, j'imagine, des producteurs. Et il faudra peut-être leur ouvrir aussi de la même façon. C'est une bonne idée et notamment on a re-signé un partenariat avec la Direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'Agriculture. Donc c'est peut-être des choses dont il faudrait qu'on discute dans le cadre de notre partenariat. Tout à fait. Mais enfin, j'ai la chance aussi de travailler pour des maternelles ou des classes comme des écoles comme ça. Ils ont la même problématique quand ils livrent les menus. Donc en fait, tout se rejoint. C'est-à-dire identifier un lieu logistique, c'est pas pour lui livrer du végétal ou lui livrer des menus, c'est identifier un lieu logistique. Donc là, moi je suis optimiste. L'avenir va forcément à la nécessité d'identifier ce lieu logistique et il servira au plus grand nombre.
Alors maintenant, je finis juste, Corinne. Vous avez raison. Soit on passe par GS1, soit on passe par Valor, soit on le fait automatiquement. On n'est pas encore prêt et c'est pas définitif tout ça. Mais l'avenir, c'est à l'identification GLN. Il y a pas. C'est comme pour moi le code à barre des codes produits. Aujourd'hui, ça ne viendrait même pas à l'esprit d'un industriel de se dire je vais créer un produit, mais peut-être, et même Louis Vuitton s'y est mis, c'est pour vous dire. Même Louis Vuitton. Alors, moi, j'avais fait une remarque en tant que grossiste. C'était, pour moi, le plus important, c'était la dernière partie qui était le fichier Excel. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que on sait qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est la base de données. C'est là où on a toutes les informations. Donc moi j'ai compris, en fonction de ce que me disait Pierre et puis Olivier, c'est que la réflexion est bien avancée, mais tout n'est pas terminé, mais que ça serait bien que ça reste dans la famille de Valor ou les partenaires avec lesquels on travaille habituellement, mais peut-être y avoir une réflexion quand même, parce que si on va et on joue le jeu, parce que c'est notre intérêt, que ça boucle quand même. Oui. Corinne? Ils les ont déjà. Les Jardiland, ils les ont déjà. Par exemple, toutes les chaînes de jardinerie, ils l'ont déjà. Mais c'est vrai que c'est pas forcément connu de tout le monde et pas forcément utilisé. Alors, quand tu factures aujourd'hui, tu mets pas GLN sur la facture. Sauf erreur de ma part, non. Non, moi non plus. Si. Moi, je le fais. Après, qu'il y ait le GLN, c'est intéressant, mais c'est surtout les informations derrière qu'il va falloir nourrir. C'est les horaires d'ouverture, tout ça. Est-ce qu'ils vont être assidus à remplir? On va vérifier. Non, oui. Oui, c'est-à-dire que toutes les informations du fichier Excel, en fait, elles seront consultables. Elles seront consultables par la filière, bien sûr. L'idée, alors, c'est peut-être un peu utopiste, mais l'idée, c'est que un des ressortissants de la filière s'est embêté, entre guillemets, à les mettre à jour, et c'est disponible pour tous. Donc il y a eu une fois on s'est embêté, et il y a 66 000 qui sont... c'est ça. Et on ne s'embête pas à chaque fois pour le mettre à jour dans le binôme partenarial entre un fournisseur et son client. On l'a mis à jour une fois, enfin on l'a créé une fois, et on le met à jour quand c'est nécessaire, parce qu'il faut imaginer aussi que ça, dans le temps, ça va vivre. Forcément. Mais ce ne sera pas un Excel dans une base. Non, encore une fois. On est d'accord. À ce stade, ce projet, une fois que la base existe, à ce stade, nous ne savons pas encore comment la communiquer. Est-ce que ça sera de l'EDI standard? Il y a des messages qui existent pour ça. Par exemple, c'est de l'EDI. Mais de l'EDI standard au format EANCOM, je ne suis pas sûr que tout le monde soit capable d'intégrer ça. Donc ça reste encore à définir. Avec les éditeurs de logiciels de gestion commerciale, on puisse avoir l'intégration automatique. Merci. Alors, non, on n'a pas pris contact avec chacun d'eux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que petit à petit, il sera nécessaire que dans chacun de vos systèmes, de vos ERP, par rapport à votre fiche client et à votre codification client qui est la vôtre et qui en est propre, eh bien, vous ayez forcément un champ qui dise moi je l'appelle XXXX, mais ça au format standard c'est le GLN 13 caractères. Donc on vous oblige pas à y passer puisque vous pourrez avoir la traduction, la transposition. Mais quand on communique à l'extérieur, on ne communique pas avec son propre code de son client, on communique avec le GLN de son client. Ça, moi, je me fais pas de soucis parce que à partir du moment où cette base de données sera créée et où elle sera réellement opérationnelle, tous les éditeurs de logiciels permettront son intégration. Et par rapport à ce qu'on disait, effectivement, les enseignes aujourd'hui ont probablement des GLN pour tous leurs magasins. Comment on fait? Quelle est la possibilité aujourd'hui de s'en servir, de l'utiliser? C'est en étant adhérent GS1 qu'on peut dire, bon voilà, moi je suis logisticien, j'ai besoin de récupérer tout ça, est-ce que c'est disponible, oui, non, et je l'ai dans le package?
Parce que je dirais, on va pas attendre que les milliers de magasins aient tous fait. On a envie de commencer, j'allais dire, vaut mieux commencer avec 20% qui existent et puis petit à petit avancer plutôt que d'attendre que 100% existent et de commencer jamais. Donc moi je suis preneur de dire si aujourd'hui il y a des numéros, il y a des GLN qui existent, bah, très bien, j'ai envie de m'en servir. Oh, ça, c'est un point qui est super pragmatique, c'est de se dire il y a déjà un existant, il y a déjà des entreprises adhérentes, il y a déjà des entreprises adhérentes qui ont codifié leur lieu logistique, notamment dans la filière végétale. Ben, il faut leur faire savoir le projet. Déjà, il faut susciter leur intérêt pour que si les GLN existent ces jeux, mais qu'ils n'aient pas été mis en partage via le registre, qu'ils le fassent. Enfin, d'abord, il faut qu'ils comprennent l'intérêt pour eux. Parce que ce dont on parle, c'est de la donnée non concurrentielle. Hein. C'est de la donnée bien commun, au sens où plus elle est partagée, mieux la filière se porte. Donc voilà, il faut leur faire savoir que ça existe. Et une fois qu'elles ont compris l'intérêt pour elles, le passage à l'acte de la publication des données, c'est pas la chose la plus complexe. Voilà. Et ça, c'est pas quelque chose que vous faites de communiquer. Bah, c'est exactement ce qu'on est en train de faire à partir d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a une mésentente, c'est que il y a deux choses différentes. Il y a posséder un GLN et l'avoir mis dans le répertoire code online de GS1. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai trouvé plein de sociétés, j'ai trouvé un certain nombre de sociétés ressortissantes de Valor qui possédaient un GLN, qui l'ont. Dans leur ERP, elles disent « moi, je m'appelle un tel », mais GS1 ne les connaît pas parce qu'elles n'ont pas publié ce GLN dans Code Online. Je ne veux pas citer, mais je prends des exemples Truffaut. Ils ont tous les magasins Truffaut ont un GLN, mais quand on va chercher dans Code Online chez GS1, on ne les trouve pas. Donc ça veut dire qu'il y a deux niveaux. Il faut l'avoir et il faut le publier. Et il faut l'écrire, il faut le mettre à jour. Et c'est volontaire. C'est pas GS1 qui va vous chercher. Et c'est pour ça que Paul l'a expliqué, nous initialisons un travail important, et vous vous souvenez du petit slide que je vous ai montré, on a besoin de vous, c'est qu'on initialise actuellement un travail important, c'était ça, côté GS1 et côté Valor, pour aller sensibiliser ses partenaires à la nécessité, de créer les GLN si vous ne l'avez pas, et si vous l'avez, de mettre à jour Code Online qu'on récupérera chez Valor. Oui, dernière, peut-être, alors je dis on veut respecter l'heure, une dernière question ou deux? Je pense qu'il faut habituer nos ressortissants à passer des commandes avec justement le GLN qui figure sur la commande. Comme ça, du coup, vous pouvez la récupérer. Vous savez qui. Mais là-dessus, il y a un vrai travail malgré tout avec les éditeurs de RP. Et je pense notamment aux paysages qui se sont un peu moins concernés malgré tout, puisqu'on n'est pas dans la distribution, mais ils peuvent l'être. Et donc là-dessus, il y a des relais au niveau des fédérations qui sont importants et je pense qu'on travaillera. Simplement un petit mot pour aller dans le sens d'Olivier, mais moi je suis du sens à mettre un peu la pression. Je ne sais pas si l'équipe de Valor est là, mais partiellement. Mais ce que je souhaite, c'est que l'espace pro soit dans sa nouvelle version pour Paysalia. Donc justement, ça sera début décembre et pas début 2024. On aura gagné un mois. Okay. Mais, et puis avec des possibilités de créer l'espace pro tout de suite sur le salon. Voilà. Alors peut-être, si on veut respecter le timing, une dernière question. Allez-y. Personne n'est parfait. Et j'avais un représentant au GS1 qui faisait à la fois du e-commerce et qui représentait uniquement le GS1 sur toutes ces problématiques. Donc c'était quand même il y a une bonne quinzaine d'années. Moi, ma question elle est simple. On parlait déjà du GLN pour le retail. Quel est le taux d'adoption en retail aujourd'hui? Est-ce que 100% du retail fonctionne avec des GLN ou pas? Parce qu'en gros, pour l'informatique, soit les gens s'y mettent et ça va être quelque chose de bien, soit il y a 30% d'adoption et je ne dis pas que ça sert à rien, mais ça ne sert pas. Parce que c'est 70% de se planter, puisque le problématique quand même derrière tout ça, c'est que les marchandises arrivent à bon port, quoi. Ouais. Donc s'il y a 30% des gens, c'est pas bon. 100% du retail fonctionne avec des GLN, parce que Pierre l'a évoqué tout à l'heure, mais il y a un fonctionnement qui est très ancré dans le retail et qui se déploie à plein de filières, même dans non alimentaire, c'est l'automatisation des documents commerciaux et logistiques. Et bien, pour faire cette automatisation, pour la rendre possible, il faut des GLN. Je ne vais pas revenir là-dessus, on en a parlé. Donc 100%, après, où le retail peut aller encore plus loin, c'est
un, dans la mise à jour des données, c'est un travail constant, et deux, c'est ne pas systématiser la création des GGLN côté industriel, côté distributeur, quand il y a un nouvel entrepôt qui se crée, etc. etc. Donc c'est de la bonne pratique, mais c'est 100% dans les faits. Voilà, on est peut-être à 99%, mais on a un taux d'adoption qui est absolument énorme. Juste pour rajouter, en termes d'EDI et de facturation, la clé dans le GLN sera aussi intéressante, puisque quand on passera avec les factures obligatoires, mais c'est ça, c'est que si on ne va pas dans ce sens-là, on aura le problème des factures dématérialisées et de GLN. Et je pense que, et là, ça nous fait une bonne conclusion. On est là aujourd'hui en septembre 2023. Le groupe de travail logistique Valor a travaillé là-dessus dans un souci de futur pour devancer un peu, et moi j'en suis persuadé, hein, c'est mon avis, mais j'en suis persuadé, que ça va devenir obligatoire. Alors, je ne saurais pas vous dire à quelle échéance ça va devenir obligatoire. Mais donc, plutôt que de se retrouver, encore une fois, je prends toujours mon même exemple, il y a 40 ans, quand dans la grande distribution, un certain nombre de distributeurs ont dit « c'est fini, vous les producteurs, si vous voulez être référencés dans mes magasins, vous avez l'obligation de mettre un code à barre », il faut mieux se préparer un petit peu à l'avance que entre le 31 décembre et le 1er janvier, se dire « merde, comment je vais faire pour mettre des codes à barre sur mes produits pour continuer à les vendre à la grande distribution ?» Donc là, on est dans une préparation à quelque chose qui, un de ces jours, je ne sais pas vous dire quand, va devenir obligatoire. Et c'est pas très compliqué. En conclusion, c'est l'identification d'un lieu logistique standard au sein de toute la profession. C'est pas non plus. Ça fait pas mal. Voilà la conclusion. Ça fait pas mal et ça peut servir. Merci à tous.